Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, dis-moi quel lait fait ta vache et je te dirai si elle est heureuse ou pas et j'en parlerai avec Christophe Lecomte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de France Conseil Élevage et puis vous allez nous parler de votre programme Apimou qui fait un lien justement entre la qualité du lait ou la composition du lait et le bien-être de l'animal. Et juste en face de vous, Frédéric Foll, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur en Haute-Savoie, un département fabuleux. En plus, vous élevez de l'abondance. Rappelez-moi un peu les chiffres clés de votre exploitation. Notre exploitation est un GAEC. GAEC, la ferme du sabot de Vénus. Nous avons à peu près 65 vaches laitières de race abondance, ainsi qu'une cinquantaine de génisses et quelques chevaux en pension. Et nous avons une centaine d'hectares pour nourrir tout ce monde. Et tout ce qu'il faut pour être heureux. Monique Brier-Abbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveuse de moutons de Ouessant, mais pas Ouessant. Non, effectivement, pas Ouessant. Il n'existe et plus. Pourquoi ? Il n'existe plus cette race de moutons d'Ouessant sur l'île d'Ouessant parce que vers la première moitié du XXe siècle, il a disparu suite à des croisements. On les a retrouvés sur le continent. Bon, et vous avez migré vers le sud de la Bretagne, exactement où ? À 10 km au nord de Nantes. Bon, mais on aura l'occasion d'en reparler. On va démarrer d'abord par ce programme donc régional, enfin de région, c'est un programme européen qui vise justement à l'équilibre entre les régions. Et quand on parle de région, c'est pas de région à l'échelon français, c'est des pays ou des zones pour la moitié nord, c'est ça. Et vous, quel est le but de cette application Apimou ? Alors le programme Apimou, comme vous le disiez, il est financé par Interreg Nord-Ouest européen, donc c'est vraiment tout le Nord-Ouest européen. On mène ce programme avec sept autres pays européens. Et donc l'objectif, on sait que l'état d'un animal ou l'état d'une vache se traduit par des éléments dans la composition de son lait. Et donc l'enjeu derrière ce projet-là, c'est au travers de la composition du lait, donner à l'éleveur des indicateurs sur l'état du bien-être de son animal, l'état de santé de son animal. Et donc derrière, si sa vache se porte bien, elle est en meilleure santé, elle est heureuse, et l'éleveur, bien sûr, derrière, est aussi heureux. Voilà. Alors, j'arrive à comprendre à peu près que si on analyse, par exemple, le taux de microbes, de bactéries qu'il peut y avoir dans le lait, on arrive à savoir l'état de santé. Mais après, l'humeur, le bien-être, comment on le mesure ? Alors, on a déjà travaillé un petit peu sur ce volet-là. Et par exemple, on a mis en évidence qu'une vache qui souffre de chaleur, on le voit dans de la composition de son lait, dans les modifications de la composition de son lait. Donc c'est des choses très très fines. On ne regarde pas tel composant, mais un ensemble dans le lait qui varie, des variations de cet ensemble-là qui fait que on voit on a des indicateurs sur l'état de l'animal. Pareil sur des risques sur la cétonémie ou des choses. On a un certain nombre d'indicateurs comme ça, et donc on va avancer dans cette voie-là. Ça veut dire que quelque part on a une signature, une caractéristique, une courbe qui permet de savoir si on a telle signature, on risque d'avoir tel état de bien-être de l'animal ou pas. C'est exactement ça. C'est l'évolution de cette signature qui nous donne des indicateurs sur l'état de l'animal et son bien-être et aussi son lien au regard de l'environnement, bien sûr. Quel est l'intérêt au final ? L'intérêt, on voit bien qu'il y a une demande sociétale de plus en plus forte et qui est tout à fait logique, de bien-traitance des animaux, de respect de l'environnement. Et donc, donner à l'éleveur des indicateurs qu'il conforte dans le fait qu'il conduit bien ses animaux, que ses animaux sont en bonne santé, sont heureux, en fait, sont heureux, ou d'avoir des indicateurs précoces sur attention, cet animal, il y a un risque qu'il aille pas bien, il faut que tu ailles le voir. Eh bien, ça permet en fait d'une part d'anticiper et donc de faire en sorte que l'éleveur fait des économies en termes de prévention, en fait, grâce à la prévention, et ça permet aussi aux éleveurs déjà eux d'être bien parce que leurs animaux sont bien, et surtout démontrer que qu'ils ne maltraitent pas leurs animaux, que ces animaux sont bien, et notamment par rapport à une demande sociétale de plus en plus forte, quoi. Je m'adresse à l'éleveur. Tout d'abord, vous savez caractériser l'état de bien-être de l'animal. Je ne sais pas, la couleur du poil, le caractère en bonne santé, ça se voit ? Oui, ça se voit énormément parce que nos animaux, nous les voyons, nous les côtoyons tous les jours et on a des signes qui
qui nous indique rapidement si la vache a un problème. Et on le voit tout de suite au niveau de sa production, au niveau des observations de ses oreilles, etc. Et au niveau prise de température pour agir le plus rapidement possible. Christophe, c'est complémentaire de l'observation habituelle? C'est tout à fait complémentaire et dans le sens où on détecte dans le lait des choses avant que l'animal l'exprime en fait, parce que les premiers facteurs, ça arrive tout de suite dans le lait, quoi. Ça c'est le premier point. Et puis je pense que c'est tout à fait complémentaire. C'est vous voyez ces éléments-là. Donc par contre, en faire la preuve auprès du public. C'est là où c'est difficile en fait. On est obligé de vous croire sur parole et on vous croit. Par contre, pouvoir sortir entre guillemets un papier en disant regardez mes indicateurs, alors sur mes animaux, ils sont tous au vert. C'est encore plus fort que ça renforce en fait votre capacité visuelle à suivre vos animaux, en fait. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est aussi le fait qu'il y a une évolution technologique, c'est-à-dire qu'on a des robots, je ne sais pas si vous avez des robots ou pas, c'est autorisé chez vous? C'est en discussion pour l'instant, donc c'est pas vraiment clair, mais en tout cas sur certaines zones AOC, c'est totalement interdit, parce qu'on est basé sur une valorisation de l'herbe, une nourriture vraiment à base d'herbe et de foin, et le robot n'est pas vraiment dans ce sens-là. Il y a une discussion comme dans le comté. Mais c'est vrai que ces robots permettent de collecter beaucoup d'informations et c'est là où justement ça vous intéresse de pouvoir avoir une approche globale? Tout à fait. Et c'est aussi une sécurité pour les éleveurs qui sont équipés de robots, parce que autant vous qui faites la traite le matin et le soir, vous voyez vos animaux plusieurs fois par jour, qu'un éleveur qui est équipé de robots, il a ses modalités de surveillance changent complètement, et c'est aussi une aide importante pour les éleveurs équipés. Monique, vous en pensez quoi? L'évolution technologique, le bien-être visible à l'œil? Alors pour nous, le mouton d'Ouessant, on n'est pas franchement concernés, mais j'abonde tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit, parce qu'en ce qui concerne les moutons d'Ouessant, donc on est près d'eux au quotidien et on voit très bien quand un animal va bien ou pas. On le voit bien sûr à la laine, mais quand on voit déjà à la laine, il est un peu trop tard. Et pour le mouton, souvent, c'est vraiment trop tard. Mais on le voit quand il s'isole aussi. On le voit dans sa façon d'être et dans sa façon d'être avec les autres. Donc ça, c'est vrai que c'est excessivement important. Il faut être près de son animal pour voir ce qui se passe. Alors c'est vrai que vous avez une vision d'adaptation de votre élevage à la nature. Vous dites attention, il faut que l'élevage soit parfaitement en adéquation avec le milieu naturel. Ah, absolument, parce qu'on ne s'invente pas éleveur, mais le mouton d'Ouessant, on n'a pas de professionnels. On est tous des bénévoles et on a tous des élevages plus ou moins grands et plus ou moins petits. On va dire, sur nos 200 adhérents, on a quand même la moitié qui ont moins de 5 à 7 bêtes. Voilà. Mais il faut faire extrêmement attention à la pâture sur lesquelles on les met. Il faut respecter la nature. Si on ne respecte pas le sol, c'est le mouton qui va le savoir en premier avant nous. Voilà. Donc c'est essentiel de faire tourner les bêtes sur les pâtures pour que la pâture repousse. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'espace assez grand pour pouvoir faire des parcelles. Et il faut aussi pouvoir rompre le cycle des parasites pour ne pas en avoir d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est essentiel quand on fait de l'élevage. Frédéric, vous dites qu'il faut qu'il y ait une parfaite adéquation aussi de l'évolution de l'élevage par rapport au changement climatique. Oui, nous voyons ces dernières années que nous subissons un petit peu des bouleversements climatiques. Donc en 2018, on a eu quand même une sécheresse relativement importante. Donc aujourd'hui, il faut raisonner différemment, adapter notre agriculture aux modifications climatiques de demain, qui seront de plus importantes, parce qu'on voit comment ça évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, on emprunte la terre aux générations futures. Donc à nous de tout faire pour la préserver et la rendre dans le meilleur état possible. Et donc nos animaux ont un rôle là-dedans, savoir s'adapter donc à ces changements climatiques. On a des races qui rentrent tout à fait dans ces objectifs-là. Alors, est-ce qu'on arrive à bien vivre aujourd'hui avec un troupeau comme le vôtre en région d'abondance? Oui, en Haute-Savoie, on est sous signe de qualité, que ce soit des AOC avec les fromages d'abondance, Roblochon,
la Tome des Bauges, le Beaufort, après des fromages d'IGP, donc Tome de Savoie, Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, Gruyère. Donc on a une valorisation qui est plus importante que dans le reste de la France. Et on a des filières qui sont assez fortes pour défendre un petit peu ces acquis et nous reposer sur nos lauriers. Donc le but, c'est d'avoir une agriculture la plus naturelle possible, basée sur l'herbe. Le bien-être animal est relativement important. On a des animaux qui vont pâturer très très haut en altitude, donc des races qui sont un petit peu plus rustiques, moins poussées au niveau performance laitière, des animaux qui sont vraiment adaptés à notre environnement. Vous valoriser la tonne à combien? 400, 500 euros? Donc dans notre zone Tome et Emmental de Savoie, on est sur du 440-450 euros. La tonne, donc 1000 litres de lait. Tout à fait. Et du côté des moutons de Ouessant, est-ce qu'on vit bien aujourd'hui avec un troupeau de moutons de Ouessant? Alors, on n'a jamais vraiment vécu en élevant des moutons d'Ouessant parce que, hélas, il est bon en tout, mais trop petit en tout. Donc, en fait, on est tous des bénévoles, on fait tous un autre métier qui n'a souvent rien à voir avec l'élevage. C'est pour ça que je parlais de la façon d'élever les bêtes. Il faut anticiper, pour moi, avant. Les mettre dans un endroit où ils vont être bien. Voilà. Donc leur donner tout ce qu'il faut en prévention au lieu de après les soigner. Voilà. Mais alors, effectivement, on a quand même quelques éleveurs qui sont professionnels, mais ils ont à côté un autre élevage ou alors de la culture bio. Je dis, ça met du beurre dans les épinards seulement. Il y a un débouché, une niche spécifique pour le mouton de Ouessant en termes de viande ou c'est... Alors non, pas vraiment, même si effectivement sur l'île d'Ouessant, ils étaient reconnus pour leur laine et la viande, parce qu'il a été sauvé grâce à sa viande quelque part, puisqu'il a été connu sur Paris et même en Champagne. Et c'est parce qu'il a été connu par le goût, par sa finesse, par des gens qui étaient intéressés, qu'il a été retrouvé sur des propriétés et sur les prairies des Châtelains. Juste pour finir, il y a eu une annonce qui a été importante ce matin puisque la profession bovine a décidé de communiquer de façon auprès du grand public en disant dorénavant, il faut consommer mieux de la viande, ça veut dire peut-être moins de viande, il faut devenir flexitarien. Ce qui était totalement de la science-fiction il y a seulement un an d'imaginer que la profession des éleveurs puisse remettre en cause la quantité de viande consommée. Quel est votre avis? Comment vous réagissez? Allez-y, madame, vous avez l'honneur. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien parce que je trouve qu'il vaut mieux consommer moins, mais bon. Voilà, donc mieux. Mieux. Monsieur? Oui, moi je suis d'accord avec cette idée-là parce qu'aujourd'hui, la production de qualité est vraiment très importante et plus rémunératrice pour les agriculteurs. Donc consommer moins, mais mieux. Je pense que tout le monde peut être gagnant-gagnant. Et Christophe? Je partage complètement vos avis. Je trouve que l'excès dans un sens ou dans l'autre, c'est dangereux, quoi. Pas de zéro viande ou trop de viande, de toute façon, c'est dangereux. Et manger un bon morceau de viande, c'est appréciable, c'est appréciable. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question. Merci à vous. Et puis merci à vous. Merci.